à avoir de satisfaction compassionnelle. Enfin, le dernier résultat pour le moment, les résultats sur l'empathie, je n'ai pas encore tout vraiment traité avec les dimensions de l'empathie, mais si on regarde la fatigue compassionnelle, eh bien, on va retrouver encore les mêmes résultats. C'est le travail empêché qui joue le plus sur la fatigue compassionnelle. Alors, c'est pas le travail empêché en tant que tel, évidemment, qui joue sur la fatigue compassionnelle, mais c'est le fait d'être confronté, quand je suis confronté à la souffrance des patients, le fait d'avoir du travail empêché va engendrer de la fatigue compassionnelle, à nouveau la frustration, à nouveau les relations avec les patients, et la charge de travail va diminuer ce sentiment de fatigue compassionnelle. Alors, en conclusion, eh bien, on peut dire que, comme je l'ai dit précédemment, c'est sans doute pas la question de la charge de travail qui est, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le facteur le plus important chez les médecins généralistes. C'est autre chose. Il faut regarder du côté du travail empêché, du côté de la frustration. En fait, les différents travaux, les différentes recherches que je mène montrent que chaque groupe professionnel est réputé frappé par un stresseur particulier. Et on imagine que les pompiers sont stressés parce qu'ils vont désincarcérer des gens qui sont écrasés dans des voitures. On imagine que c'est le stresseur spécifique aux sapeurs-pompiers. Eh bien non, chez les sapeurs-pompiers, ils sont satisfaits d'être confrontés à ce genre de situation. Ils ont l'impression de bien faire leur boulot. Chez les infirmières en psychiatrie, j'ai mené plusieurs études là-dessus, on imagine que la confrontation à la douleur, à la mort est un stresseur qui va impacter énormément sur eux. Je ne dis pas que ça n'impacte pas sur eux. On a interviewé des infirmières qui pleuraient quand on les interviewait. Mais si on regarde le lien avec le burn-out, c'est lié inversement au burn-out, c'est-à-dire la confrontation à la douleur, à la mort, donne du sens à leur boulot. C'est pas ça qui les stresse. Et les médecins, on imagine que les médecins généralistes, sans arrêt, on dit ce qui les stresse, c'est l'amplitude horaire, ce qui les stresse, c'est la judiciarisation, etc., etc. Pas du tout, c'est pas ça qui les stresse. Je ne dis pas à nouveau que ça ne les fatigue pas, mais c'est pas là où il faut chercher si on veut améliorer leur qualité de vie au travail. Et on sait que la qualité de vie au travail du soignant a un impact sur la qualité que ressent le patient lui-même. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Didier. Super, donc on remercie le groupe Vidal qui a aidé à mener cette enquête, le réseau Morphée avec tous ses supports aussi pour son enquête, et le groupe Stéthos pour l'enquête que nous avons fait la semaine dernière sur suicide des soignants et dont nous avons fait une conférence de presse et vous avez vu les résultats dans la presse. Moi, je retiens la frustration d'aller se former. Donc, sachez qu'à SPS, cette année, on forme. On a déjà 4 formations qui sont pleines en janvier et si vous voulez vous inscrire, vous allez sur notre site et vous allez dire que vous avez envie et on va y aller. Et si dans votre territoire, vous avez envie de réunir une vingtaine de soignants pour faire un groupe de formation dans votre territoire, eh bien, on se déplacera pour aller vous les former. Voilà. Maintenant, je vais lancer notre prochain intervenant sur le thème de le soignant, la seconde victime, et j'appelle Ségolène Arzalier-Darret à intervenir sur l'estrade, qui est médecin coordinatrice de la gestion des risques associés aux soins du CHU de Caen, membre de la commission SMART du SPAR. C'est à vous. Merci. Donc, bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc, moi, je vais parler d'un phénomène qui est peu connu dans la communauté soignante, qui est le phénomène de seconde victime. Alors, en quoi ce phénomène consiste-t-il ? Eh bien, l'on part d'un événement indésirable grave qui va avoir un impact sur le patient, mais pas seulement. Il va aussi impacter le soignant qui aura été impliqué dans cet événement et va le traumatiser émotionnellement. Le patient va rester perturbé, il va garder à l'esprit ce qu'il a vécu et pourtant il va continuer à prendre en charge d'autres patients en restant marqué et cela peut fausser son jugement. Et donc cela peut impacter les patients suivants. Nous avons donc ainsi la description de la première victime, de la deuxième victime, la seconde victime, le soignant, et des troisièmes victimes potentielles. Plus les conséquences sur la première victime seront importantes, plus le soignant sera impacté. Alors, le concept de seconde victime a émergé il y a 17 ans, parallèlement au développement de la sécurité, des risques liés aux soins dans les années 2000. Et c'est Albert Wu de l'Université de Baltimore qui a été le premier à décrire ce phénomène.
Donc je vous ai mis une citation qui décrit très bien. Vous vous sentez seul et exposé, obnubilé par la crainte que quelqu'un l'ait remarqué. Vous ne savez quoi faire, ni à qui en parler, ni quoi dire. Plus tard, vous ressassez en continu le déroulé d'événements, vous perdez confiance en vous, êtes habité par la peur que cela soit découvert, et vous savez que vous devez le déclarer, mais ne pouvez vous empêcher de craindre et d'être puni, et la colère du patient. Alors, il est difficile d'avoir une évaluation fiable du nombre de soignants concernés. Selon une revue de la littérature, ça concernerait 10 à 43% des répondants selon les études, ce qui est assez large. Mais finalement, on peut généraliser, donc un peu moins d'un soignant sur deux serait concerné tout au long de sa carrière. On peut aussi extrapoler à partir du nombre d'événements indésirables graves en France, ce qui fait beaucoup plus, mais heureusement, chaque événement n'est pas pourvoyeur de seconde victime, quoi qu'on ne le sache pas, puisqu'on ne l'évalue pas. Alors, comment cela se manifeste-t-il ? Eh bien, les émotions ressenties dans cette étude, donc ressenties par 700 médecins anesthésistes-réanimateurs tirés au sort dans une étude américaine, montrent la rumination sans fin de l'événement, de l'anxiété, la culpabilité, la peur de poursuite, des troubles de l'humeur, et puis le peur de jugement négatif des collègues et une perte de confiance en soi. Alors ce n'est pas seulement lié bien sûr à l'anesthésie, c'est une problématique qui peut toucher tous les soignants. Et là je vous ai mis comme exemple une autre étude réalisée par Susan Scott qui est vraiment une spécialiste du domaine, qui regroupe des médecins et des paramédicaux. Et l'on voit les mêmes symptômes, notamment aussi des difficultés de concentration, mais aussi des symptômes physiques. Alors finalement, le soignant va subir une triple peine vis-à-vis de lui-même, parce qu'il va se sentir coupable, il va être en souffrance et il va avoir une image négative de lui-même. Vis-à-vis de ses pairs, il va se sentir délégitimé et son appartenance au groupe professionnel va être compromise. C'est-à-dire qu'il va craindre le qu'en dira-t-on, il va craindre la critique et il va avoir peur d'avoir perdu la confiance des autres. Et puis aussi vis-à-vis des patients, il sera un soignant perturbé qui va devoir poursuivre son activité alors qu'il est fragilisé. Il aura perdu confiance en lui et il aura un sentiment de peur, d'insécurité dans ses décisions, d'autant plus qu'il se voudra irréprochable encore plus aux yeux des autres. Et donc ce soignant va changer de statut. De bienfaisant, il va passer à ses propres yeux, bien sûr, pour un professionnel incompétent. Et ce changement de statut va avoir des répercussions sur sa sphère professionnelle, avec des difficultés à exercer son métier. Une augmentation du risque d'erreur liée notamment aux problèmes de concentration, des difficultés relationnelles, du fait de moins de gratification, de moins de reconnaissance. On l'a vu tout à l'heure, la peur de jugement négatif de ses collègues, et ce qui aboutit à une perte d'accomplissement et une diminution de la satisfaction au travail. Cela va aussi impacter la sphère professionnelle avec un impact sur la vie privée. Et tous les symptômes que nous avons vus tout à l'heure, dont aussi les troubles de la mémoire, l'abus de substances, le burn-out et jusqu'à l'état de stress post-traumatique, vont impacter ces deux sphères. Ça va s'auto-entretenir, faire un cercle vicieux. Et cela, finalement, va aboutir à un risque pour le soignant et pour le patient, ainsi que pour l'équipe. Alors, quel est l'impact justement sur la qualité des soins ? L'impact est considéré comme majeur dans les 4 heures suivant un événement indésirable grave et persiste jusqu'à une semaine après. C'est un élément important à prendre en considération puisqu'il va falloir penser à peut-être extraire le soignant de cette activité pour éviter une troisième victime et donc penser à réorganiser l'activité. À long terme, 20% des répondants à cette étude déclarent ne s'être jamais complètement rétablis. Donc à long terme, c'est au-delà d'1 an, et donc font porter finalement un risque aussi pour leurs patients. Ces professionnels de santé qui ne se rétablissent pas développent des mécanismes de défense en changeant leurs pratiques, en pratiquant une médecine défensive, en évitant par exemple des situations proches ou un peu plus complexes que les autres.
Et puis, cette logique défensive va rendre l'appréciation du risque réel difficile. Donc, ils vont faire des vérifications à outrance, ils vont demander beaucoup d'avis, prescrire énormément d'examens ou mettre en place des traitements inappropriés, réputés protecteurs, comme par exemple l'antibiothérapie. Et ça va être producteur de surcoûts. Ils vont aussi se défendre en quittant leur activité. Ça peut se traduire par de l'absentéisme, une réorientation professionnelle, une prise de retraite anticipée ou bien de manière beaucoup plus radicale et définitive par le suicide. Et que ce soit par le changement des pratiques ou par la soustraction de l'activité, cela va augmenter les difficultés dans l'équipe, puisque le fait de changer ses pratiques, ça peut mettre à mal la cohésion de l'équipe lorsque les pratiques d'un praticien diffèrent de celles des autres. Or, la cohésion et l'esprit d'équipe, c'est primordial pour le rétablissement émotionnel du soignant. De même, le fait qu'un professionnel de santé soit absent ou s'absente de manière prolongée, ça peut rendre difficile, ça peut augmenter les difficultés dans l'équipe si l'équipe est tendue démographiquement, comme ça peut être le cas en anesthésie-réanimation dans le secteur public par exemple, et augmenter les difficultés, augmenter la surcharge de travail, augmenter le burn-out, le risque d'erreur médicale et éventuellement de faire de secondes victimes supplémentaires. Alors, tous les événements indésirables graves ne sont pas pourvoyeurs de secondes victimes, heureusement. Il y a des facteurs de risque qu'il faut identifier pour pouvoir repérer les personnes. Alors, les facteurs de risque peuvent être liés aux patients. Lorsque l'on s'identifie au patient, lorsque c'est un patient qui a le même âge que nous, le même sexe, ou un enfant du même âge que les nôtres, lorsque l'impact sur le patient est important, ça on l'a vu tout à l'heure. Les facteurs de risque liés aux soignants. En cas de burn-out, on sait qu'on a 2 fois plus de risque de faire une erreur médicale dans les 3 mois lorsque nous sommes en burn-out. L'âge avancé, au contraire, la faible expérience professionnelle, donc les juniors sont concernés, le sexe féminin et le faible tissu social et familial. Et puis, cela dépend aussi du contexte. Lorsqu'il n'y a pas d'esprit d'équipe, lorsqu'il y a une mauvaise gestion institutionnelle de l'erreur, c'est-à-dire une gestion punitive de l'erreur, ce que malheureusement on voit encore, une implication dans une erreur à l'issue défavorable pour le soignant auparavant, et des poursuites juridiques en cours liées à l'événement. Et je soumets certains sujets donc à votre réflexion, notamment en cas de décès du patient. Alors en cas de décès de patient, il y a une prise en charge spécifique pour la famille. Peut-être il faudrait réfléchir sur une prise en charge spécifique du soignant, ne pas le laisser seul comme ça, rentrer chez lui, prendre sa voiture en étant psychologiquement traumatisé, puis reprendre le travail comme si de rien n'était. En cas de faute professionnelle ou de manquement délibéré aussi aux règles de sécurité. Le soignant, dans ce cas-là, il va se sentir d'autant plus coupable. Il va avoir vraiment le jugement négatif de ses collègues, voire l'incompréhension. Et puis, il va avoir le poids de l'administration, devoir rendre des comptes et les poursuites juridiques. Eh bien, ce soignant, même s'il a manqué délibérément aux règles, mérite certainement d'être accompagné. Et peut-être faut-il pousser la réflexion plus loin pour voir les contraintes organisationnelles qui ont poussé à cette déviance. La confidentialité. Un événement indésirable grave, un décès, un accident, on en a parlé tout à l'heure, on peut ressentir de la honte aussi, et on va peut-être pas pouvoir en parler à ses collègues. Mais alors à qui se confier ? Pas à sa famille, pas à ses amis, puisque nous sommes soumis au secret professionnel. Donc effectivement, il faut se confier à ses collègues. Mais pour pouvoir se confier à ses collègues, il faut avoir une écoute attentive, une écoute empathique, et du coup cela passe par la sensibilisation de tous les professionnels de santé à cette problématique, pour qu'ils soient à l'écoute, sans juger. Et puis la problématique bien sûr de l'automédication, notamment pour les médecins. On va se prescrire des anxiolytiques pour faire face à la phase initiale, ou une automédication sédative, et puis qui peuvent déboucher sur de véritables addictions. Alors que faire ? La première chose, c'est d'en parler. Parler avec ses confrères ou bien pouvoir débriefer en équipe devrait faire partie des procédures standards mises en place. Dans cette étude aussi, je ne l'avais pas encadré, mais il y a aussi le fait de pouvoir parler à la famille, aux proches et de pouvoir réaliser une RMM. Alors les processus de prise en charge sont maintenant clairement établis. La prise en charge immédiate, donc déjà prendre en charge le patient et appeler à l'aide. Et puis ensuite, le point clé, c'est vraiment faire un débriefing à chaud
ou qui sera centré sur le recueil de l'impact émotionnel par l'entourage professionnel direct. Donc le maître mot, c'est vraiment la verbalisation, prendre en considération le ressenti, l'écoute attentive et bienveillante. Eh bien, par qui peut se faire ce débriefing ? Eh bien, par un père ou un supérieur hiérarchique en fonction des organisations. Ce sont eux vraiment qui restaurent l'appartenance au groupe. Il faut que le père soit respecté de tous, qu'il soit reconnu pour son expertise et qu'il soit capable de rassurer dans des approches rationnelles. Alors, certains auteurs proposent aussi qu'un membre de la direction dans l'établissement de santé puisse être présent au débriefing. L'intérêt serait de développer la notion d'appartenance partagée et de pouvoir proposer tout de suite un accompagnement sur le plan médical, psychologique et juridique. En tout cas, laisser une porte ouverte, une main tendue. Et aussi la présence d'un psychologue ou d'un médecin du travail, bien sûr, en fonction des moyens et des ressources, qui aurait l'avantage de pouvoir désamorcer tout de suite les conflits, d'aider dans la décharge émotionnelle et de favoriser le suivi ultérieur. Et donc, ça serait la constitution d'une équipe dédiée, expérimentée, disponible H24. Et pour ça, il faut que l'organisation puisse le permettre. Alors, à court terme, eh bien, proposer des congés. Alors, je dis bien proposer, il ne faut pas que cela soit vécu comme une mise à l'écart et réorganiser l'activité pour pouvoir faire cela et libérer du temps pour les formalités et la rédaction, par exemple, du rapport circonstancié pour lequel le soignant devrait être accompagné. Alors la réorganisation de l'activité, elle sera d'autant mieux acceptée par l'équipe ou par les confrères s'ils connaissent justement la problématique de la seconde victime et les risques que cela engendre pour eux, pour les patients et pour l'équipe. Organiser le soutien en lien avec les différentes ressources disponibles, donc le psychologue, le médecin du travail, le médecin généraliste, le médecin traitant, et réaliser une analyse des causes, bien sûr, de manière bienveillante, pour voir la multicausalité de l'événement, ce qui pourrait en partie un petit peu permettre de déculpabiliser le soignant. Et puis à long terme, eh bien, c'est reconnaître les signes d'alerte, le repli sur soi, l'isolement, le désinvestissement au travail ou au contraire l'hyperinvestissement au travail, l'abus de substances, de maintenir le collectif. Parce que c'est vraiment le collectif qui connaît le mieux les contraintes et l'intimité du métier, et c'est eux qui aident en fait à métaboliser l'événement. Et ça, c'est important de permettre des temps d'échange et des espaces de discussion au quotidien. Il faut que le soignant se voit offerte la possibilité de réparer le préjudice en co-construisant les barrières de sécurité qui ont été défaillantes. Ça, c'est important aussi pour le rétablissement. Et pour ça, il faut aussi une implication de l'institution dans le suivi de ce soignant. Donc, autrement dit, il faut un accompagnement structuré et ferme et apporter une réponse tout de suite pour le soignant sur la compétence professionnelle, ça c'est le rôle des pairs, l'aide psychologique, l'aide médicale, l'accompagnement médico-légal et l'aide à la communication à la famille avec les différents intervenants identifiés. Il faut donner un plan de prise en charge précis avec des perspectives, des dates, heures, lieux de rendez-vous. C'est-à-dire qu'il faut donner le premier rendez-vous dans les 24 heures après l'événement indésirable grave. Il faut un petit peu prendre le soignant par la main quand même et laisser une porte ouverte et renouveler la proposition d'aide. Et bien sûr, garder le contact et le suivi à long terme. Donc il faut élaborer une véritable stratégie formalisée, adaptée au mode d'exercice, puisque je pense notamment à nos confrères qui sont en libéral dans des cabinets, alors cabinet de groupe d'accord, mais tout seul aussi en cabinet, eh bien c'est un petit peu plus difficile. Alors quel est le rôle de l'institution ? Eh bien, dans cette étude impliquant 900 répondants, le soutien ne venait de l'administration de l'établissement que dans 2% des cas. Ce qui est confirmé dans cette étude récente qui a interrogé des anesthésistes, eh bien 90% des répondants considéraient que l'hôpital n'apportait pas un support adéquat et suffisant après une erreur médicale, alors que 92% d'entre eux l'auraient souhaité. Ce qui est important dans cette étude, c'est qu'on voit aussi les barrières, les barrières qui constituent une barrière pour ces aides.
c'est principalement le fait que le problème de la confidentialité, que ça soit noté dans le dossier du soignant, le fait de ne pas avoir le temps aussi, et la peur du jugement négatif des collègues. Et donc, notamment l'équipe de Susan Scott, dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, propose des modèles organisationnels, un modèle pyramidal, pour prendre en charge de manière structurée les secondes victimes. Et donc, celle-ci se compose en 3 niveaux. Le niveau 1, la base de la pyramide, c'est au niveau local, donc vraiment les confrères, les pairs, qui peuvent apporter un réconfort individuel et aident à l'analyse de l'événement indésirable grave. Le deuxième niveau, donc, ce sont des personnes ressources formées spécifiquement, ou l'équipe de gestion des risques formée, qui apporte un soutien individuel et de l'équipe et qui aide dans les démarches administratives et juridiques. Et puis, le niveau 3, c'est la tête pensante, c'est la procédure institutionnelle formalisée, le programme d'aide élaboré avec les différents intervenants spécialistes et qui doit être garant de la facilité et de la rapidité d'action à une aide pour tous les professionnels. Alors, en attendant que cela se construise, eh bien, il y a d'autres structures de support. Donc, je vous invite à aller sur le site, si vous n'y êtes pas encore allé, du Collège français des anesthésistes réanimateurs, c'est www.cfar.org, où, en plus d'une base d'autotest, où vous pouvez tester l'anxiété, la dépression, etc., qui peut être en lien avec un événement indésirable grave, vous pouvez aussi télécharger des fiches pratiques thématiques, dont l'une d'elles porte sur la façon d'accompagner un professionnel de santé seconde victime d'un événement indésirable grave. Et puis, il reste la plateforme d'écoute téléphonique, bien sûr, notamment pour nos collègues libéraux en cabinet aussi, qui finalement n'ont pas sont assez isolés, sont assez seuls. Et bien sûr, un volet très important, c'est la prévention, donc la sensibilisation large sur ce phénomène, d'aborder ouvertement ce sujet, de banaliser la faillibilité, sa propre faillibilité et celle des autres surtout, ce qui pourrait permettre une meilleure acceptation de l'aide, puisque nous sommes quand même, les médecins, je peux parler pour les médecins, nous sommes quand même formés depuis le début de nos études médicales à une exigence, à vraiment cette infaillibilité, et ça peut être difficile après de demander de l'aide, puisque il ne fait pas bon d'afficher une sensibilité qui pourrait être prise pour de la faiblesse, en fait, dans les mentalités. Il faut mener une réflexion dans les équipes, faire connaître ce phénomène pour pouvoir avoir une cohésion d'équipe autour du soutien des professionnels, élaborer une stratégie d'accompagnement en lien avec les différents acteurs identifiés et bien sûr communiquer et diffuser largement. Et puis, bien sûr, participer à la prévention des événements indésirables graves dans la gestion des risques a priori et a posteriori, et limiter les facteurs altérant l'autodétection et la récupération des erreurs. Je pense à la fatigue, au stress, au bruit, et puis bien sûr à l'interruption de tâches, et ça passe par l'optimisation des organisations de travail. Et puis développer ou maintenir l'esprit d'équipe aussi, qui est un défi majeur pour le management d'aujourd'hui. En conclusion, eh bien, la solution emprunte 3 voies. La prise de conscience de la réalité de ce phénomène sur le terrain, et puis au-delà. L'attitude empathique et bienveillante des pairs au quotidien, et la mise en place de systèmes d'aide adaptés aux différents modes d'exercice, et une communication large sur ces systèmes d'aide. J'ai commencé par une citation, alors je finirai par une citation toujours d'Albert Wu. « Les médecins feront toujours des erreurs. Le facteur décisif sera comment nous y ferons face. La sécurité des soins et le bien-être des soignants dépendra de notre honnêteté envers les patients, nos pairs, et surtout nous-mêmes. » Je vous remercie de votre attention et je voudrais rendre hommage au docteur Max-André Doppia, qui nous a quittés il y a maintenant presque un mois, et sans qui le travail de cette commission SMART ne serait pas le même. Et notamment dans la campagne Didoc à ton doc, qui s'inscrit totalement dans l'aide aux secondes victimes. Je vous remercie de votre attention.